puis dans un message personnel. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas, finalement, plutôt que de se plonger dans la politique, dans tout ce bazar, est-ce qu'on pourrait pas faire l'émission sur Françoise Hardy? On pourrait, il y a tellement de choses à dire sur elle. Vous savez, comment te dire adieu? En tout cas, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et je vous rappelle qu'une émission spéciale qui a été enregistrée à l'époque avec Jacques Pessis sera diffusée juste après l'émission. Voilà, c'est une émission spéciale bien entendu et on partage la douleur de la famille, des amis et bien entendu cette émission leur sera dédiée et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez envie de lui rendre hommage, bien entendu. On sera ravis de vous accueillir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Allez, direction le sommaire de cette émission. Le grand débat du jour à 17h30, critiqué pour son omniprésence médiatique ces dernières semaines. Gabriel Attal a surpris en restant silencieux lors de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Cependant, hier soir, il a rompu son silence lors du journal de 20h sur TF1, déclarant qu'il conduirait la campagne législative en tant que chef de la majorité. Alors parlons vrai. Est-ce que cette campagne se résume pour vous à un duel Renaissance RN? Est-ce que ce duel présage celui en finale de la prochaine présidentielle? Les législatives sont-elles un nouveau match Attal Bardella? Vous dites non à 70%, pardon. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, le Front Populaire continue donc d'élargir ses rangs bien au-delà de la NUPES de 2022 après le ralliement de Carole Delga, présidente modérée de la région Occitanie. C'est au tour du nouveau parti anticapitaliste de rejoindre cette coalition dirigée par Philippe Poutou et Olivier Besancenot, héritier de la Ligue communiste révolutionnaire, une alliance diversifiée qui vise à peser davantage aux prochaines élections législatives. Alors parlons vrai, est-ce que cette arrivée du NPA vous surprend ou vous choque? Est-ce que cette arrivée devrait faire fuir la gauche morale? Et à cette question, y a-t-il encore une morale à gauche? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Cécile, bonsoir Philippe. Bienvenue dans l'antre de l'actualité, de la passion, de la désinvolture, de la tricherie, de tout ça. Avec Elisabeth Lévy qui est j'ai avec eu peur, nous. quand vous avez commencé, ça fait longtemps que je n'étais pas mieux, j'ai eu peur, vous avez dit dans l'antre de la vérité, de la passion. Non, mais bah non. La tricherie continue. Bien sûr, bien sûr. C'est vous quand m'avez même manqué. Il y a la Vous nous avez vérité manqué d'un aussi. côté, Elisabeth. directrice de la rédaction de Causeur. Et comme chaque mercredi, il est là, il est toujours en quête du meilleur. Olivier D'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Présent. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Très heureux de vous retrouver. Oui, ben, c'est tout. Je ferai mieux dans les 2 heures qui suivent. Ah bon, d'accord. Je garde mon temps de Il est parole. déjà Je tendu garde pour mon ce qui temps va de se parole. passer à 17h40. Je ne pense qu'à ça. Ben dis donc, ils ont des Le trucs truc, à c'est dire. qui l'a dit La gauche a des Oui. trucs à dire. C'est bien, en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la gauche a des trucs. Bah oui, c'est ça. Bon, on va en parler justement. Allez, avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 et c'est Benoît qui nous appelle de Limoges. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Benoît, avec vous, de quoi parle-t-on dans un instant? Marre de la non-transparence dans la vie politique. Très bien, c'est un très bon sujet. En attendant, on écoute votre message sur les répondeurs au 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'habite à Mourins dans les Pyrénées-Atlantiques, en Béarn. La raison des législatives, c'est d'avoir des représentants de la circonscription de l'endroit où je vis. Certes, je vais voter pour quelqu'un qui a une étiquette maintenant, malheureusement, mais je vais voter pour quelqu'un que je connais, que je peux venir féliciter ou que je peux venir engueuler à son bureau. Il est temps de parler de la réalité du terrain. Le terrain, c'est pas l'Assemblée nationale seulement, c'est le fait que nos députés nous représentent et ils représentent pas que le parti. Merci, au revoir. Quand on entend Geneviève des Pyrénées-Atlantiques, on pense à un député qui n'a pas un grand parti, or il n'est plus député, mais qui fait des gros scores dans sa circonscription. Quelqu'un comme Jean Lassalle, dans les Pyrénées-Atlantiques, est-ce que ça prouve pas qu'il y a quand même 2 scrutins aux antipodes entre les européennes et les législatives, et que faire des plans sur la comète, ça peut être un peu dangereux? Sûrement, mais ce que dit Geneviève, si j'ai bien saisi, est plein de bon sens. Moi, je comprends le désir qu'elle a de pouvoir parler à son député de la même manière, pardon, la comparaison est discutable, que la presse quotidienne régionale plaît beaucoup aux gens parce qu'on peut engueuler le journaliste directement.
Elisabeth Lévy. Oui, c'est pas seulement... il y a un procès en déconnexion, en réalité, qui est reconduit d'élection en élection. D'ailleurs, on en a toutes sortes d'exemples, des mesures absurdes qui semblent prises vraiment dans une réalité parallèle. Parfois même un président qui vous dit j'ai eu d'excellents résultats financiers. Bref, on a ce procès. Et je me demandais si ça tenait à la sociologie des élus, au système, au fait qu'on a fait l'idiotie d'en finir avec les députés maires, ce qui est vraiment, à mon avis, une il y a deux écoles là-dessus, hein. Ouais. Ou au fait aussi qu'ils n'ont plus de... Comment dire, ils ont plus de portes de lunettes pour explorer la société, en réalité. Il y a plus de partis, les églises jouent pas vraiment de rôle, donc ils ont plus de médiateurs qui feraient remonter. Ils ont plus que des sondages, en vrai. Olivier D'Artigol. Cela a été vrai lors des dernières élections législatives et ça le sera le 30 juin, le 7 juillet. À l'échelle d'une circonscription, vous votez aussi pour des personnalités, pour des élus ou des candidats que vous connaissez. Donc dans le témoignage venant de Mourenx en Béarn, c'est une circonscription aujourd'hui détenue par le député David Habib, non inscrit, ancien socialiste. Si on prend uniquement le paysage politique national, on pourrait se dire qu'il est menacé. Or, c'est pas le cas. Dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, celle où Jean Lassalle était le député, il ne s'était pas représenté en 2022, il fait des scores importants dimanche soir comme candidat aux européennes, et le mundillo politique local en Béarn se demande s'il ne va pas présenter sa candidature de nouveau dans la 4e circonscription. Et qui Lassalle ou Habib, pardon Lassalle, dans la 4e. Ouais. Si on regarde les scores des européennes, il peut être tenté de le faire. Ouais. Merci beaucoup. Benoît de Limoges, ce manque de transparence dans la vie politique, selon vous? Déjà, je vais dire bravo à Geneviève, je crois qu'elle a tout résumé. Oui. Ce manque de transparence, oui, je pense que ça joue un petit peu sur le désamour des Français pour la politique. Là, on a entendu une sénatrice hier, LR, par rapport aux milliards qui avaient été versés à McKinsey. On ne sait pas combien, 1 milliard, je crois, en 2021, on ne sait pas en 2022, on ne sait pas en 2023. Les politiques ont voté la non-transparence sur par exemple les sommes, les contrats des vaccins Pfizer. Et je pense que ça commence à peser lourd aussi dans la démocratie. Elisabeth Lévy, qui veut réagir, parce qu'on a très peu de temps, bougez pas. Hein. Oui, parce que vous citez 2 exemples, je le comprends très bien, mais la réalité c'est que nous vivons aussi dans un monde de surinformation, d'abandon, c'est-à-dire que les pouvoirs s'exercent sous surveillance permanente des réseaux sociaux, de ceci, de cela. Et là, par exemple, ce à quoi on assiste au spectacle, si vous voulez, de la politique se faisant, les discussions, pratiquement, si vous regardez les indiscrétions dans les journaux, vous êtes pratiquement avec eux dans les salles de réunion, en fait. Donc, c'est un peu ambivalent, je pense, comme phénomène. Et sur le premier point, il y a des procédures en cours. Je crois que notre auditeur fait référence à l'émission d'André Bertrand-Fière. Avec une sénatrice LR qui parlait de McKinsey. Je rejoins pour le reste. On ne peut pas dire que la transparence n'existe pas la plupart du temps. Mais Pfizer, elle a raison. Pfizer, l'Union européenne ne veut pas, Madame von der Leyen ne veut pas donner ses SMS. Allez, mais pour le coup, sur 20 secondes pour notre ami certains sujets, la transparence a progressé. Regardez la commission d'enquête, c'était Eliane Assassi à l'époque sur le cabinet conseil. On y voit beaucoup plus clair, notamment sur le système McKinsey. Merci pour ce sujet, Benoît de Limoges. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir jouer au Qui c'est qui l'a dit. Préparez-vous à Olivier D'Artigol. Ils sont chauds comme des baraques à frites, je vous le dis tout de suite. Dans un instant, ce sera les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Et puis, la parole est au procureur. Faut-il avoir peur sur tous les plans de la victoire du Rassemblement national? C'est une vraie question. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Et Zach vous attend au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
On est ravis de vous accueillir. C'est les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours, oui, mais c'est ça, j'allais chercher la fréquence. Ça va pas bien, Cécile, il faut vraiment aller dormir. On est ravis de vous accueillir. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h, bien entendu. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile et Philippe et tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? On va parler du président Macron qui se présente en rempart contre les extrêmes lors de sa conférence de presse sur les élections législatives. D'Éric Ciotti, exclu par un bureau politique de LR qu'il avait refusé de réunir et dont il conteste la régularité. Le forcené de Vaugirard avait même fait fermer le siège. Et puis cette pluie d'hommage à Françoise Hardy qui nous quitte à l'âge de 80 ans. 3 mots, ça donne extrême, exclusion et icône. Allez, tout de suite, la parole au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Faut-il avoir peur de la victoire du RN ? C'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. C'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. Il est tout à fait possible que le RN soit en position le 7 juillet d'imposer le choix d'un Premier ministre sorti de ses rangs à Emmanuel Macron. Mais en ce qui me concerne, je peux le dénoncer sur le plan politique. Je ne pense pas qu'il est fasciste et qu'en réalité, peut-être de manière naïve, j'estime qu'étant en démocratie, nous n'avons rien à craindre d'un parti qui s'est singulièrement métamorphosé, au moins dans la forme, depuis que sa fille a chassé les délires historiques du père. Mais c'est sur un autre plan que j'ai très peur de la victoire du Rassemblement national au soir, on l'a dit, Olivier, à 12h30 du 7 juillet. C'est le fait, on constate que tous les soirs, aujourd'hui, il y a des manifestations désordonnées et violentes contre le Rassemblement national et d'une certaine manière contre cette démocratie qui a fait le mauvais choix. Je n'ose imaginer ce qui se passera le 7 juillet et j'en ai très peur. Votre peur prouve que ces gens-là gagnent, puisque leur objet est précisément de dramatiser les enjeux, et je dis pas que vous avez tort d'avoir peur, si vous voulez, mais le fait qu'on se dise déjà à l'avance, l'accession, mettons, au pouvoir d'un gouvernement où il y aurait notamment le RN, même si c'est que ça d'ailleurs, même si c'est pas tout seul, etc., on aura le droit à, disons, l'année antifasciste. Ça va durer au moins, ou les 6 mois antifascistes, ça va durer longtemps. Donc, mais ça veut dire que la démocratie n'est pas complètement respectée dans cette affaire. Olivier d'Artigol. Oui, je n'aime pas le thème de la peur en politique parce que souvent, quand on fait appel à ce ressort, ça ne permet pas de penser librement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Emmanuel Macron a beaucoup joué sur ce ressort depuis son élection en 2017. Ça crée une forme de sidération qui empêche de penser le réel et de se projeter. Ce que dit Philippe Bilger est vrai. S'il y a une majorité absolue ou relative, en tout cas une vague bleu marine le 7 au juillet, il y aura bien évidemment des réactions, des manifestations, très certainement des offuscations, très certainement ici ou là du désordre. Moi, c'est une autre crainte que j'ai, c'est la capacité du RN à s'emparer des affaires de l'État. À faire face à des rendez-vous budgétaires importants, à tenir une politique publique avec sur certains sujets des rendez-vous assez importants dans la toute prochaine période. Quand même, la question pose. Pardon. On n'a plus le temps. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont extrêmes, exclusion et icône. Le président Macron dénonce des alliances contre nature aux 2 extrêmes lors de sa conférence de presse sur les législatives. Il espère bien rallier les modérés de tous bords après sa dissolution surprise. Le séisme se poursuit à LR où le bureau politique exclut le président Éric Ciotti. Ce dernier conteste la validité de la décision. Il avait même fait sortir les salariés puis verrouiller le siège pour empêcher la réunion. Et puis, comment lui dire adieu ? Question sur toutes les lèvres à longueur d'hommage après la disparition d'une icône. Françoise Hardy s'éteint à l'âge de 80 ans. Les vraies voix Sud Radio.
Il s'est affiché déterminé lors de sa conférence de presse organisée par le parti Renaissance et non par la présidence de la République. Emmanuel Macron a donc mis les deux pieds dans la campagne des législatives anticipées après sa dissolution surprise de dimanche. Et à ceux qui en douteraient, il l'assure, il entend bien voir son camp l'emporter, renvoyant dos à dos la gauche alliée avec LFI et puis certains LR, dont Éric Ciotti, désormais main dans la main avec le RN. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. La gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Emmanuel Macron qui justifie cette dissolution par une nécessaire clarification du paysage politique. Il assure également qu'il ne va pas démissionner quel que soit le résultat de ces élections législatives. Et pendant ce temps-là, l'onde de choc provoquée par cette dissolution continue à secouer LR. Oui, tel un forcené, Éric Ciotti exclu de facto par un bureau politique qu'il avait refusé de réunir. Nous le délogerons physiquement s'il le faut, assuraient aujourd'hui les responsables LR qui entendaient bien le démettre de la présidence du parti après cette volonté affichée hier de s'allier avec le RN. Bureau politique refusé donc par Éric Ciotti qui avait même fait sortir les salariés du parti puis verrouiller les portes, comme le raconte l'un de ses permanents de LR rencontrés dans la rue par Thomas Ranou devant le siège. On a reçu un mail nous demandant de nous mettre en télétravail à partir de midi puisque le siège fermait. Voilà. Éric Ciotti, dans un communiqué, a expliqué que la tenue d'un bureau politique était illégale compte tenu des statuts. Il envoie ce message-là, ce qui est légalement vrai, seul contre tous dans son cas. C'est plus une crise du parti contre lui qu'entre nous, parce que nous, on est tous d'accord. On est du bon côté de l'histoire. Un permanent de LR avec Thomas Ranou pour Sud Radio. Finalement, les ténors du parti, les Républicains, se sont donc réunis hors les murs au musée social de Paris pour procéder à cette exclusion du président Éric Ciotti. Lui estime d'ailleurs à l'instant qu'il est toujours président du parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on est du bon côté de l'histoire? J'ai pas bien compris de quel côté ils étaient. Alors, je me posais la question, probablement quelque chose qui n'est pas très éloigné d'Éric Ciotti, me semble-t-il. Vous avez compris quoi? J'ai compris l'inverse. Ah bon? Oui, j'ai compris l'inverse. Après, il faut comprendre que pour des salariés d'une organisation politique, le fait d'avoir, sans processus collectif de décision, appris lors du journal de 20h, la décision personnelle d'Éric Ciotti, c'est un véritable choc pour un véritable séisme. C'était le 13h. Pardon, surtout après la campagne menée par François-Xavier Bellamy, qui avait fait un peu chaud au cœur à la famille républicaine après la douche glacée de la dernière présidentielle. Non, mais sur les méthodes, on peut critiquer ce qu'a fait Éric Ciotti. D'abord, pas mal sur les méthodes, parce que non seulement il est parti tout seul, mais visiblement sans avoir vraiment préparé ses arrières. Enfin, en tous les cas, j'observe ça de l'extérieur, je suis un peu sidéré. On peut aussi critiquer sa ligne ou pas. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est la montée aux extrêmes chez LR. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fumé quoi? Je veux dire, alors là, un dit Munich, l'autre dit collaboration, le quatrième va dire quoi? C'est Dark Vador, c'est Dark Vador, Mussolini, c'est Dark Vador, les forces du mal. Il va falloir quoi? Le mettre au cachot, le bannir jusqu'à la... Non mais, je veux dire, on se calme. Même s'ils sont pas contents, ils peuvent quand même... Voilà, si vous voulez, lui a peut-être eu un comportement tout à fait critiquable, mais eux, ils sont un peu bizarres, là, à taper tous sur le même clou. Ça donne un spectacle assez consternant. Troisième mot, icône, la France pleure Françoise Hardy. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. C'est son fils Thomas Dutronc qui a annoncé la nouvelle par ces mots écrits sur les réseaux sociaux. Maman est partie, des mots accompagnés d'une photo de Françoise Hardy. Elle s'éteint à l'âge de 80 ans après avoir lutté 20 ans durant contre un cancer apparu dès 2004. Jacques Pessis raconte avoir été frappé par la modestie de cette icône française à chaque fois qu'il l'a rencontrée.
quand elle téléphone à une maison de disques en 62 chez Vogue, la première dans l'annuaire qui lui apparaît, elle est reçue, ce qui l'étonne, et quand on lui signe un contrat pour une chanson, elle ne revient pas, c'était Tous les garçons et les filles. C'était aussi une femme très timide. Elle a quand même été une icône de la mode. Ça a été la chanteuse française la plus célèbre à l'étranger dans les années 60. Bon, Mick Jagger l'a considérée comme une icône. On a cassé des vitres à l'aéroport de Téhéran pour obtenir des autographes quand elle est venue en 68. Et il y avait un nightclub qui était baptisé Tous les garçons et les filles. Elle était ultra perfectionniste. Quand un disque était enregistré, elle le détestait quelques jours plus tard. Le témoignage de Jacques Passis ce matin avec Laurie Leclerc et Patrick Roger. Sud Radio rend hommage à Françoise Hardy ce soir avec les clés d'une vie en sa compagnie à 21h. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Merci beaucoup Félix Mathieu. Bien entendu, on en reparlera avant la fin de cette émission. On va revenir sur l'actu dans un instant puisque face aux législatives anticipées, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé hier qu'il mènerait cette campagne en tant que chef de la majorité. Alors parlons vrai. Est-ce que cette campagne se résume à un duel Bardella-RN Renaissance-RN, pardon. Ce duel présage-t-il le duel en finale évidemment de la prochaine présidentielle? Les législatives sont-elles un nouveau match Attal-Bardella? Eh bien, vous dites non à 71%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et vous aurez en face de vous Philippe Bilger, Elisabeth, j'allais dire Borne, bah non, Elisabeth Lévy et Olivier D'Artigol. C'est vous qui les dépassez pour faire la comparaison. Allez, soyez les bienvenus. On reste ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Vous avez sollicité Philippe Bilger, il est là. Vous vouliez Elisabeth Lévy, elle est là. Olivier D'Artigol, vous le vouliez pas, mais on vous l'a quand même mis. Non, ça va. Alors qu'on l'adore. Alors qu'on l'aime. Qu'il est excellent. Mais oui. Et passe-moi la rhubarbe. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Vous avez sollicité Philippe Bilger, il est là. Vous vouliez Elisabeth Lévy, elle est là. Olivier D'Artigol, vous le vouliez pas, mais on vous l'a quand même mis. Non, ça va. Alors qu'on l'adore. Alors qu'on l'aime. Qu'il est excellent. Mais oui. Et passe-moi la rhubarbe, je te file le séné. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Vous avez sollicité Philippe Bilger, il est là. Vous vouliez Elisabeth Lévy, elle est là. Olivier D'Artigol, vous le vouliez pas, mais on vous l'a quand même mis. Non, ça va. Alors qu'on l'adore. Alors qu'on l'aime. Qu'il est excellent. Mais oui. Et passe-moi la rhubarbe, je te file le séné. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Vous avez sollicité Philippe Bilger, il est là. Vous vouliez Elisabeth Lévy, elle est là. Olivier D'Artigol, vous le vouliez pas, mais on vous l'a quand même mis. Non, ça va. Alors qu'on l'adore. Alors qu'on l'aime. Qu'il est excellent. Mais oui. Et passe-moi la rhubarbe, je te file le séné. Je mènerai cette campagne en tant que chef de la majorité, a confirmé Gabriel Attal. C'était hier soir. On l'avait assez peu entendu depuis la dissolution surprise de dimanche. Le Premier ministre avait désapprouvé en coulisses cette décision présidentielle préparée dans son dos, visiblement. Alors parlons vrai. Est-ce que Bardella est devenu le Premier ministre le plus plausible au vu du résultat des européennes? Est-ce que Gabriel Attal peut sauver la majorité dans une campagne dont on peut dire qu'elle est mal partie? Et à cette question, les législatives sont-elles un nouveau match Attal-Bardella? Vous dites non à 71%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et vous aurez en plus la chance de débattre avec trois excellentes vraies voix. Comme par hasard, c'est dingue ça. Philippe Bilger. Comme hier d'ailleurs. C'est ça, on se répète en fait. On devrait diffuser, juste reprendre les morceaux et les diffuser tels quels. Philippe Bilger, on disait
voulais aussi, dans la question, ce match entre Attal et Bardella, selon vous, est-ce que c'est ça ou c'est juste le remettre sur le devant de la scène? Je ne crois pas. À la question de Sud Radio, je répondrai non. Gabriel Attal va mener la campagne des législatives pour le compte du macronisme. Mais il n'a évidemment pas la même importance, ni ne subira les mêmes conséquences que le président de la République si le macronisme était battu. Je note tout de même que Gabriel Attal va accomplir une mission qui lui permettra de montrer son meilleur. Quoi qu'on pense de lui, je crois qu'il peut être assez doué dans la direction d'une campagne des législatives. Et d'autre part, et je finis cette première intervention, le président de la République a fini par comprendre, sous l'influence de diverses personnalités, qu'il valait mieux qu'il se retirât du jeu partisan, parce que sinon, il créerait les mêmes désastres que lors des européennes. Olivier d'Artigol, et en mettant un imparfait du subjonctif, s'il vous plaît. Gabriel Attal est désigné officiellement, suite à la conférence de presse de ce jour d'Emmanuel Macron, chef de file de la bataille. Pour bataille très courte, la plus courte de l'histoire de la Ve République. Mais il avait déjà été, lors de sa nomination à Matignon, en janvier dernier, en le présentant comme l'arme anti-Bardella. Il faut lui reconnaître du courage politique. Ce qu'il a fait au cours des derniers jours pour les européennes, aucun autre dirigeant macroniste ne l'a fait. La question qu'on peut se poser, c'est si dans les 18 jours qui restent avant le premier tour, est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de lui laisser un espace politique, de l'oxygène médiatique. Les rênes sur le collier. Parce que systématiquement, sur les dernières semaines où Gabriel Attal a essayé de prendre une initiative, chaque fois, il s'est fait doubler ou concurrencer par le président de la République. On n'a pas eu l'imparfait du subjonctif. Non, parce que je le maîtrise beaucoup moins que Philippe Bilger, qui est un orfèvre en la matière. Vous vous contentez d'être très bon sur le fond. C'est pas mal, déjà. Non, mais c'est une blague, cette histoire de match avec Gabriel Attal, comme vient de l'esquisser Olivier. Si vous voulez, la conférence de presse du président, on a tout à fait compris que ce sera Macron contre les méchants, Macron contre le reste du monde, Macron contre les extrêmes. Je vous dis, c'est la guerre des étoiles. En fait, on est dans une sorte de, je cherche le mot, il me viendra tout à l'heure, dans un grand récit qui donnerait un formidable film, je pense, comme Star Wars, ou vraiment. Mais si vous voulez, c'est Macron contre les forces du mal, des deux côtés. C'est ça qu'il a mis en scène ce matin. Alors, je ne dis pas que Gabriel Attal ne pourra pas laisser la libre cours à son talent d'une façon ou d'une autre, mais il est clair que ça y est, je veux dire, Emmanuel Macron ne va pas, je réponds à la question d'Olivier, à mon avis, ou alors, si vous voulez, il y a une autre possibilité, c'est qu'il le laisse faire et qu'après ils disent, eh ben voilà, si ça s'est pas bien passé, c'est parce que c'est pas... Il faut que je fasse tout. Il faut que je fasse tout dans cette maison. Je n'ai pas été forcément convaincu par la conférence de presse de ce matin, mais il faut reconnaître que pour Gabriel Attal, le président de la République a donné quelques pistes d'argumentation qui ne sont pas complètement ineptes, notamment lorsqu'il extrémise les deux camps antagonistes et qu'il dit qu'ils ne sont pas crédibles et qu'ils ne pourront pas gouverner. On peut n'être pas d'accord, mais il y aura de quoi puiser dans ce vivier-là, me semble-t-il. Oui, mais d'accord, sauf que le risque, c'est qu'on aboutisse tout simplement à une chambre ingouvernable. Et là, il s'adresse à son socle, en réalité, aux gens qui veulent être rassurés, qui finalement trouvent que l'Europe c'est super, qui vivent plutôt dans les métropoles que dans les zones rurales, etc. Mais ceux-là, il les a déjà et ça fait pas une majorité. Le problème, c'est en fait, avec 3 pôles, c'est clair, il l'a posé, il n'y a pas de majorité. C'est deux. Il faut forcément qu'il y en ait 2 qui s'allient. Or, visiblement, comme aucune alliance ne semble... Mais son calcul, par rapport à ce que dit Philippe, son calcul est simple. Que les électeurs de Glucksmann,
qui détestent et qui ont la coupe aux lèvres concernant l'accord avec LFI le rejoignent, et du côté des Républicains, c'est la même stratégie dément. Il y a que ce groupe central c'est ceux qui jouent. Réunir quelques personnes des deux côtés. Allez, 0826 300 300 avec Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Bon, j'ai le plaisir de vous avoir à nouveau. Bon, simplement, moi, je voulais dire que Gabriel Attal, de toute façon, maintenant, il a tous les éléments de langage en main, puisque le président a tout dit, sans rien dire, évidemment, comme d'habitude. Voilà, quoi. Et la problématique qu'on va avoir là, c'est que c'est bien de traiter les autres d'incapables, parce qu'ils n'ont jamais été au gouvernement, ou qu'ils l'ont été il y a longtemps, et que c'est peut-être de nouveaux venus. Mais nous, on a vu ce que c'était les nouveaux venus de l'ère de M. Macron, quoi. Et question incapacité à gouverner ou de réussir quoi que ce soit, je pense que on fera difficilement pire. Donc voilà, je comprends les donneurs de leçons. Avant de donner des leçons, il faudrait quand même avoir un bilan honorable. Là, il a un satisfecit de lui-même, mais c'est impressionnant. Je crois que de toute façon, il a fait un pari en jouant sur la déchirure entre les uns et les autres, qu'il a déjà partiellement gagné du côté droit. Mais bon, je pense que c'est quand même un pari très risqué et il va nous amener droit dans le mur comme il l'a déjà fait. Simon qui nous restait avec nous, qui nous appelle de Perpignan, est-ce qu'il ne démontre pas magnifiquement la fracture entre les éditorialistes parisiens et la France ? Parce que quand vous entendez, lui dit, Macron il s'est ramassé sur tout, alors que les éditorialistes disent c'est fabuleux, alors que c'est un désastre sur la dette, sur l'insécurité. Les éditorialistes, vous exagérez un peu, parce que là ça fait un moment que les éditorialistes... s'il vous plaît. Non, Philippe, franchement, ça fait quand même un moment que les éditorialistes se payent Macron matin, midi et soir avec d'excellents arguments d'ailleurs. Mais il y a eu des tribunes qui sont dithyrambiques sur ces résultats économiques. Il y en a eu, bien sûr. Il y en a eu, mais là, aujourd'hui, ça n'est... Aujourd'hui, honnêtement, l'émerveillement devant le président, je trouve, c'est un peu réduit. Mais c'est vrai que par moment, on a l'impression, moi je le crois sincère, mais par moment, on a l'impression d'être dans une réalité parallèle. Ce matin, quand il a osé dire, moi j'ai éclaté de rire, j'étais dans le métro avec mes trucs, et il a osé dire à un moment, oui, mes bons résultats financiers sont la preuve de mon sérieux et de ma cohérence. Et je vous rappelle que la note de la France a été dégradée il y a 15 jours, quoi. Que la dette a explosé. Enfin, et que le budget 2024 n'est pas fini. Et le gars nous dit mes bons résultats financiers. Et comme je ne le crois pas menteur, et moi je ne crois pas son cynisme, je peux pas croire qu'il fasse tout ça simplement par calcul, je crois pas à ça. Donc, moi je me demande finalement, Olivier, mais comme vous avez connu peut-être d'autres personnalités de gauche, je me demande parfois si le discours présidentiel n'est pas obligé de s'inscrire dans une forme de logiciel qui parfois peut le faire apparaître un peu absurde aux yeux des citoyens qui ne sont pas admiratifs. On dit ce qu'on a fait, on est content de ce qu'on a accompli, on donne l'impression de comprendre ceux qui ont voté contre vous. Il y a une sorte de logiciel impeccable et implacable qui donne toujours l'impression qu'on est tout sauf dans une inventivité. Très certainement que, en fait, on a un régime politique qui n'est pas un régime présidentiel, comme aux États-Unis. Et les occupants du château de l'Élysée ont systématiquement la capacité renouvelée, et pas qu'Emmanuel Macron, de fuir le réel quand celui-ci est véritablement trop douloureux pour eux. Et l'exercice d'aujourd'hui du président a quelque chose, en effet, d'irréel pour les personnes qui vivent dans ce pays et qui ont vécu les 7 dernières années. Il y a quelque chose, on dit déconnecté. Par rapport à ce que dit Elisabeth, je le crois pas. Je pense qu'il croit à son récit. Oui, je ne le crois pas cynique. Je pense qu'il croit à son récit, qu'il est dans cet imaginaire. Et il suffit de regarder d'une certaine manière son entourage proche.
qui doit lui dire au millimètre près ce qu'il a envie d'entendre pour bien voir aujourd'hui là où il en est. Excusez-moi, proposer un grand débat sur la laïcité, ce qu'il a proposé ce matin, alors que terrible. Tous les grands débats servent à caler les meubles dans les préfectures depuis 6-7 ans. Non, et sa proposition politique phare, une fédération de projets. Personne ne comprend ça. Une révolution copernicienne. On dirait, entre nous, dans une pièce de Labiche ou de Feydeau, on pourrait tout à fait utiliser, le débat sur la laïcité, c'est à hurler de rire. Oui. Parce qu'il me semble que cette question était déjà au centre du discours des Mureaux et de toute la politique sur le séparatisme et de plein d'autres, j'ai plein d'autres occasions. Gabriel Attal a fait beaucoup de choses là-dessus. Et tout d'un coup, le président nous dit, on va débattre de la laïcité. Puis on en a marre de débattre, en fait. Oui. Ça, par contre, les auditeurs veulent débattre. Bonsoir Stéphane. Ah oui. Oui, allô. Oui Stéphane, on vous entend. Alors. De loin, vous êtes où Stéphane ? Là, je suis là, je suis vraiment pas très loin. Non, en fait, moi, vous m'entendez ou pas ? Oui, mais moyen. Moyen. Alors, attendez, je vais faire mieux, une petite seconde. Non, en fait, moi, ça me rappelait les élections avec Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et puis François Bayrou, qui avaient perdu les élections où, en fait, était arrivé en troisième position. Et il avait fait une déclaration, on avait l'impression qu'il avait gagné l'élection, en fait. Alors, Stéphane, on n'entend rien. Pas. En plus, vous êtes en voiture. On n'entend rien, on entend très mal. C'est pas possible. Je reviens sur les ministres. Aujourd'hui, 20 ministres sont, en tout cas, députés à la base. Mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ces ministres vont être sur le terrain. Une vingtaine de ministres, c'est énorme. Les administrations centrales qui s'occupent du pays. Qui va s'occuper du pays ? De toute façon, tout est gelé. Tous les grands textes qui étaient dit. La fin de vie, par exemple, c'est remis à zéro. C'est là où on a un État et une administration centrale. Et le comble, vous vous rendez compte, Cécile, c'est qu'on se rende compte, en l'absence des ministres, que la France a... Qu'on peut s'en passer, comme en Belgique. Non mais c'est quoi ? C'est le préfet de police, je sais pas, on reçoit des chefs d'État et tout ça pour les JO ou des athlètes ? Oh non, il va y avoir des chefs d'État. D'accord, donc je propose, si jamais on a un gouvernement, on risque d'avoir un gouvernement qui expédie les affaires courantes, en vrai. Oui. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une majorité carrée qui sort des urnes, on sera en pleine tractation, on aura les manifestants dont Philippe nous a parlé, les lycéens braillards qui lutteront contre les heures les plus sombres. Oh là là, les résistants des Jean Moulin partout. Non mais ça va être compliqué quand même, Olivier D'Artigol. Un premier tour à la fin du mois, un second tour le 7 juillet. Je ne veux pas, c'est mon sujet, mon point du jour. Le problème sera s'il n'y a pas de majorité absolue dans la prochaine Assemblée nationale. Alors on bascule dans quelque chose dont on ne connaît pas la suite. Mais avec 3 blocs, comment tu veux qu'il y en ait ? Vrai problème. Notre auditeur du jour, Benoît de Limoges. Rebonsoir Benoît. Benoît, vous écoute. Vous êtes prêts ? Alors votre avis, c'est un nouveau duel Bardella-Attal ou pas ? Moi, je vais aller un peu à contre-courant de tout le monde. Je vais dire oui. Je vais dire oui parce que c'est un peu comme ça qu'on nous le présente et c'est un peu comme ça on a voulu nous le présenter depuis le grand débat Monsieur Attal, Monsieur Bardella. Et je trouve ça un petit peu. Et puis alors les dissensions, enfin les petites tambouilles politiciennes là qu'on assiste, nous amènent un petit peu à ça. Parce que je pense, alors après je peux me tromper, j'ai pas une grande science politique, bien que je m'y intéresse depuis pas mal d'années. Je crois que si les politiciens pouvaient réfléchir un petit peu, s'il y a autant de gens qui ne vont plus voter, ou si on a élu Monsieur Macron 2 fois en 2017 et puis 2022, et si aujourd'hui c'est le RN qui monte, c'est peut-être parce que justement les gens en ont assez de ces petites magouilles politiciennes, de ces petits arrangements entre partis et de surtout tous ces aficionados parachutes de la politique qu'on veut plus en fait. En fait, vous parlez des candidats du qui c'est qui l'a dit, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça. Parce que finalement, Gabriel Attal. Vous savez, on entend là c'est toujours les mêmes là par exemple. Alors bon, il va pas se présenter, mais quand j'entends des Monsieur Moscovici qui sont toujours plus ou moins au pouvoir, alors que si on est, moi je vais faire quelque chose qui me semble un petit peu bizarre pour moi. Je vais prendre un peu la défense de Monsieur Macron. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas que à cause de lui, même s'il a quand même fortement amplifié le phénomène.
mais on paye des politiques, de droite et de gauche. Et je crois que si le RN monte aujourd'hui, c'est à cause de ça, c'est qu'on n'en veut plus de ces gens-là qui se font élire sur des belles promesses et qui au final ne font rien de bon pour notre pays. Merci Benoît. En tout cas, vous allez jouer avec nous dans un instant au Qui c'est qui l'a dit. Vous êtes contre la liste Philippe Bilger, contre la liste Elisabeth Lévy, et contre la liste c'est des listes à un nom. Les législatives du Qui c'est qui l'a dit. C'est dans un instant. Allez, restez avec nous. On fait une petite pause et merci de votre fidélité à Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À l'extérieur. Les amis, bienvenue Philippe Bilger, bienvenue Elisabeth Lévy, bienvenue Olivier d'Artigol, bienvenue Philippe David, bienvenue Cécile de Ménibus et bienvenue à vous tous. Voilà, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Voilà ce que je dis moi. On est ravis de vous accueillir ensemble jusqu'à 19h avec Benoît de Limoges. Bonsoir, rebonsoir Benoît. Rebonsoir. Ça y est, on est prêt, on est calé, on a ses fiches, on a tout, on peut envoyer le jingle ? Ah, pas besoin de fiches. Eh ben, allez-y, vous dites, Benoît, tout de suite le Qui c'est qui l'a dit. Tout de suite, qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, le quiz de l'actu. Comme ça, quand on sera en vacances, on prendra Benoît à notre place et ce sera très très bien. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous féliciter pour vos audiences et vous remercier pour la qualité de vos émissions. Merci beaucoup. Ça, Benoît, ça nous touche beaucoup, mais c'est pas pour ça que vous allez gagner. Il dit, oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il dit ça pour nous endormir, Benoît? Non, je suis pas comme Philippe Bilger, moi. Attention. Opinion de moi-même. Attention, ça chauffe. Allez, Benoît, vous répondez. Vous avez 5 secondes. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les autres qui répondent à votre place. Allez, première question. Qui c'est qui l'a dit? À 2 points, la gauche s'est mise d'accord pour sauver ses postes sur le dos de nos compatriotes juifs. C'est à droite, ça. J'ai entendu, mais je me rappelle pas. C'est Zemmour? Non. Berger? C'est une femme. Une femme. C'est pas Aurore Berger? Non. Elisabeth Borne? Nouvellement ministre. Nouvellement ministre. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol, qui a été le plus rapide. Rachida Dati. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Qui c'est qui l'a dit à Robert Ménard? Je vous rappelle quand même que votre épouse a été élue, il n'y avait pas de candidat du RN en face, ayez un peu de respect pour les gens qui ont aidé votre épouse à se faire élire. Elle est passée sur Sud Radio très récemment. Oui. Elle est passée. Marine Le Pen? Non, c'est le même parti. Laure Lavalette. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy qui marque 3 points. Laure Lavalette, ex-députée RN du Var. Ils sont tous ex, les députés maintenant. Question qui c'est qui l'a dit de 3 points. J'aimerais demander à Emmanuel Macron, quand vous allez grandir, point d'interrogation, dimanche le président a joué avec la France. Olivier Faure. Non. C'est un ex-député maintenant. Un ex-député qui s'est fait entendre il y a quelques heures. Marlex? Non, il est originaire du Lot. Bonne réponse de Philippe Bilger. Qui? Aurélien Pradier. Il fallait que je sauve. Très bien dit. Ouais. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Allez, Benoît. Emmanuel Macron est un bricoleur du chaos. Il est dans une destruction de la France et des institutions. Nuancé. Le président de Xavier Bertrand. Non. C'est un président. Larcher? Non. Vauquier? Non. Mais un président de... Muselier? Non, pas Muselier, pardon. Un président et un maire d'une grande ville. Non. Muselier? Non. Cannes. Lisnard. Bonne réponse de Philippe Bilger. Merci Cécile. Lisnard. Vous êtes numéro 2 de ma liste. Il y a vraiment des connivences. C'est officiel. David Lisnard, président de l'AMF. C'est comme dans une bonne élection politique. La dernière. Non, c'est à vous, j'ai fait la précédente. Question qui c'est qui l'a dit 2 points. Le président de la République a besoin d'une majorité pour gouverner. Qu'il s'implique dans la campagne, c'est une évidence. Oh, ça, c'est un courtisan. On peut dire que c'est un courtisan. Benoît? Non, c'est une femme. Elle était très fâchée. Non. Bonne réponse, Yael Braun-Pivet. L'ex-présidente de d'Olivier l'Assemblée nationale. Et qui c'est qui a gagné? Philippe Bilger, 5 points. Olivier d'Artigol, 4 points. Elisabeth Lévy, 3 points. Et Benoît, désolé, vous êtes Fanny. Et Benoît. Hier, j'ai été Fanny. C'est pas vrai. Vous disiez quoi, Benoît? C'est normal, les LR, je vous plus. C'est normal, les LR quoi?
Je ne les écoute plus. Ah bah, voilà pourquoi. Voilà, c'est très bien. Merci Benoît en tout cas par le haut. d'avoir joué avec nous. On vous embrasse et puis bon retour à Limoges, mais vous y êtes déjà, donc ça tombe bien. Et j'espère à très bientôt sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. À très bientôt, merci beaucoup. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Au revoir, bonne journée. Merci à vous. On parle de Un quoi message personnel de François Hardy. Avec vous, Elisabeth Lévy. Pardon, non, je me demandais si je devais donner ma chanson préférée. Non, je vais parler de l'usage abusif du signifiant extrême droite. Et avec vous, Olivier D'Artigol. Emmanuel Macron joue dangereusement avec les institutions. Bienvenue à tous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus, bienvenue sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Elisabeth Lévy est avec nous, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger comme d'habitude, et on est ravis de les accueillir, nos Vraies Voix du jour. Dans un instant avec Félix Mathieu, direction l'Aube. Oui, avec ce casse-tête pour les communes du département qui accueillent le Tour de France le 7 juillet prochain. Je ne sais pas si la date vous dit quelque chose, c'est le second tour des législatives et ça fait un peu beaucoup pour les communes en termes de logistique. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Il y a des tweets qui déshonorent leurs auteurs, surtout quand ceux-ci, ou plutôt celle-ci en l'occurrence, récidivent sur un sujet aussi douloureux que le conflit au Proche-Orient. Ainsi, la basketteuse Émilie Gomis, qui avait démissionné en début d'année de son poste d'ambassadrice de Paris 2024, après avoir relayé le 9 octobre un message Instagram montant une carte de France de plus en plus recouverte au fil des années par le drapeau israélien, accompagné d'une question: que feriez-vous dans cette situation ? Comme si cela ne suffisait pas, l'intéressé s'est fendu d'un nouveau tweet pour le moins surprenant, un tweet montrant des photos d'otages libérés commentées par, je cite, « La dignité avec lesquelles les otages ont été traités par le Hamas montre que l'humanité peut subsister, même dans les moments les plus sombres, reflétant ainsi les valeurs de l'islam, une réalité que personne ne peut nier. » Bref, peu importe les otages torturés, assassinés, les femmes violées, les corps démembrés et les otages encore détenus, ils ont été traités par le Hamas, qui, faut-il le rappeler, est une organisation terroriste et pas une ONG humanitaire, avec dignité. Des propos qui donnent franchement envie de vomir et pour lesquels je n'ai pas entendu beaucoup de cris d'orfraie, d'où ce coup de gueule du jour. On aurait même pu imaginer des hurlements à l'islamophobie, puisque faire un parallèle positif entre les valeurs de l'islam et le traitement d'otages par le Hamas devrait choquer au plus haut point les musulmans, tout comme le reste de la population. Mais là, rien ou presque. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, merci. Avec ce tweet, Émilie Gomis mérite un carton rouge, même si cette punition n'existe pas au basketball. Elisabeth Lévy. Eh ben oui, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'ai vu ce tweet et j'ai choisi de ne rien en dire. Je l'ai mis sur le groupe de Causeur, on a un groupe de la rédaction de Causeur, donc je l'ai mis pour que les gens le voient, et je me suis dit, d'abord j'ai pas envie de répondre à chaque fois qu'il y a une ignominie qui est balancée dans le débat public, et deuxièmement, et là c'est pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça peut ouvrir un débat entre nous, et d'ailleurs c'est pas une religion, des fois je réponds, c'est que parfois je me dis, pourquoi donner de l'importance, je savais même pas qu'elle était basketteuse, d'ailleurs on me l'apprenait, pourquoi doit-on en plus leur donner, c'est ça qu'ils veulent en fait, moi j'ai l'impression que ce qu'ils font c'est qu'ils veulent m'énerver, alors j'essaye de temps en temps de résister, mais j'ai peut-être tort en fait. Il y a beaucoup de moments, Elisabeth a raison, où on a arbitré souvent, et moi malheureusement je vais plutôt dans votre sens en général, je pense qu'il est important de dénoncer, mais d'une certaine manière, on rend un hommage totalement pervers. Ah bah c'est pas un hommage, hein. Mais si, mais le simple fait d'en parler parfois, ça rend audible et presque. Enfin, je me comprends. Je veux pas aller trop loin, mais ça mériterait d'expliquer ce qu'est le langage. Olivier D'Artigol. Je suis plutôt dans l'idée de ne rien laisser passer. De ne rien laisser passer, de dénoncer, de dire que c'est abject. De réagir, qui ne dit mot. Et comment on peut laisser? Mais tu laisses forcément passer des choses, tu peux pas voir tout ce qui passe. Par exemple, là, je n'avais pas vu passer, mais sur ce qu'on voit, de réagir. En fait, elle est connue, cette dame? Oui, c'est une professionnelle. Si j'avais su qu'elle était connue, peut-être que je me serais pendu d'une réponse. Elisabeth, elle a déjà été, elle était ambassadrice aux Jeux Olympiques, elle a été limogée de ce statut.
Bon, okay. c'est pas la première fois. Alors si en plus elle a été limogée, allez. En fait, je crois qu'elle a démissionné. Il y a des gens qui méritent aussi de passer. Elle n'a pas été limogée. Il y a des gens. On lui a demandé de partir en même temps. On l'a un peu aidé. Il y a des gens qui méritent de passer tout simplement aux oubliettes. Je veux dire, le simple fait de remettre l'accent sur ce qu'elle a dit, même en le dénonçant avec talent, c'est très pervers. Mais pas de votre fait, bien sûr. Ouais. Un peu quand même. Merci. Il est pervers par d'autres. Je n'en prie de sa personne. Allez, merci Philippe David. Vous avez la parole, c'est avec Félix Mathieu. Et quand le hasard transforme un rendez-vous festif en angoisse pour plusieurs communes de l'Aube. Et oui, c'était plutôt une chouette nouvelle à l'origine pour des communes comme Saint-Parc-au-Tertre dans l'Aube. Elle va accueillir le Tour de France le 7 juillet prochain. Sauf que, voilà, patatras dimanche soir. Des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Une dissolution des élections et des complications pour les maires des communes traversées par la Grande Boucle ce jour-là. Bonsoir Jacques Hirtzig. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Maire de Saint-Parc-au-Tertre dans l'Aube, vous avez même été reçu en préfecture un peu avec les autres maires des communes concernées, tellement finalement ce double événement s'annonçait complexe en termes logistiques pour vous. Qu'est-ce que ça a donné cette réunion en préfecture ? Écoutez, ça a été assez positif dans l'avancement de nos problématiques en fait, parce que on a pu entrer en contact avec les représentants d'ASO qui organisent le Tour de France et son passage, et on a pu faire part de nos problèmes effectivement qui sont très très importants, notamment parce que la commune de Saint-Parc-au-Tertre, elle est coupée en deux par la route départementale qui sera empruntée par le Tour de France et qui donc ne permet pas à certains habitants les plus éloignés du bureau de vote de s'y rendre dans les meilleures conditions. Donc effectivement, il faut qu'on travaille énormément sur la communication avec les habitants et puis faire en sorte que on puisse mettre à leur disposition tous les moyens pour qu'ils puissent se rendre ce jour-là pour le deuxième tour au bureau de vote. Alors il y a eu des avancées en termes d'horaire et de navette, c'est ça, en 2 mots ? C'est ça. Donc il va falloir qu'on modifie l'amplitude horaire de l'ouverture de nos bureaux de vote. On pourra commencer peut-être plus tôt le matin en incitant les habitants à venir voter plus vite et tôt le matin. Donc on imagine que à vélo bien sûr ou à pied mais en même temps ça représente une trotte et puis il y a des gens qui sont âgés, qui ont des difficultés pour se déplacer, donc il faut aussi leur permettre de venir nous retrouver. Donc effectivement à partir de 7h on va pouvoir ouvrir, ou 6h on va pouvoir ouvrir les bureaux de vote jusqu'à 20h. Parce que le passage, il va se faire jusqu'à 18h30. Monsieur le maire, question de Philippe Bigère. Pardon, je suppose que l'organisation de votre ville comme ville d'étape est préparée depuis longtemps, non ? Alors, Troyes, Saint-Parc n'est pas une ville d'étape, c'est la dernière ville avant l'arrivée à Troyes. D'accord. À Troyes. D'accord. Donc effectivement, on avait planifié ça depuis assez longtemps, effectivement, et on n'imaginait pas du tout que ça allait être totalement bouleversé par le nouveau calendrier électoral qui nous a été imposé. D'autant plus qu'il faut rappeler que cela a un coût pour les villes, pour les villes d'arrivée. L'année dernière, c'était 130 000 €. Ça va être un enfer logistique pour celles qui doivent à la fois organiser les opérations de vote et l'arrivée ou le départ du tour. Alors effectivement, ça aurait pu poser un problème d'autant plus important que on avait sollicité auprès d'ASO la possibilité de déplacer le jour de repos, puisque le lendemain, le lundi, c'est un jour de repos. D'accord. Et malheureusement, effectivement, l'enjeu des chemins blancs est assez important, et en fait, c'est un moment assez important du Tour de France, et on n'a pas pu effectivement modifier la date de passage. Donc effectivement, ça a un coût, effectivement, parce qu'il va falloir mettre à la disposition des patrocliens, c'est les habitants de Saint-Parc, des navettes, des bus, pour qu'ils puissent se rendre sur les bureaux de vote dans toutes les mesures de sécurité possibles. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le maire Jacques Hirtzig, d'avoir été avec nous, maire de Saint-Parc-au-Tertre, et c'est dans l'Aube. Merci beaucoup, Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix, avec Olivier d'Artigol. Emmanuel Macron et les institutions, jeu dangereux. Avec Elisabeth Lévy. L'usage excessif du signifiant extrême droite. Et avec Philippe Bigère. Mon message personnel. Et ben voilà, votre message personnel. Vous restez avec nous et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et on est ensemble jusqu'à 19h. Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Chers amis, on souhaite la bienvenue à nos vraies voix, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy avec nous, Olivier d'Artigol et vous bien sûr au 0826 300 300. Et comme on vous aime à la folie, on va vous offrir des cadeaux. Et ben voilà, et ben c'est comme ça, on est comme ça. Et voilà, et on va vous offrir 4 places de tennis de table à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est le 3 août prochain à 13h30 à l'Arena Paris Sud 4. Et avec notamment les frères Lebrun, il y a des grandes chances de médailles françaises. Ces 2 gamins, parce que c'est des gamins, sont absolument prodigieux et vous avez une chance d'aller les voir. 4 places pour le tennis de table le 3 août à 13h30 et c'est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Zach attend vos appels. Allez, et puis si vous y allez, il faut encourager les frères Lebrun, bien évidemment. Et Elisabeth, donnez-moi un chiffre entre 0 et 10. Je pense 7. 7e appel au standard pour ces 4 places tennis de table. Et vous allez avoir aussi l'occasion, bien entendu, d'emmener avec vous une personne en situation de handicap. Et ça, c'est une opération de joie et solidaire. Donc on est content de vous l'offrir. On attend le gagnant ou la gagnante au standard. Et tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et on aimerait qu'ils aient des choses à dire. Et Philippe Bilger, si tu crois un jour que tu m'aimes. Un message personnel. Alors dans mon existence, on fait rentrer les auditeurs dans des épisodes qui ne les regardent pas et qui ne les intéresseraient pas d'ailleurs. J'avais connu quelques séquences amoureuses troublées. Et j'écoutais parfois dans la voiture Message personnel de François Hardy. Je trouve que c'est une merveilleuse chanson, très triste. On a l'impression que la vie est désespérée quand on l'écoute. Et puis, en définitive, elle est restée dans mon souvenir. Et c'est pour cela que je fais ce coup de cœur, parce que j'aime beaucoup la phrase de Marcel Proust dans Un amour de Swann. Ils disent à un certain moment, c'était l'air national de notre amour. On écoute. Eh bien, je vais dire que Message personnel l'était. Et on l'écoute un petit peu. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Avec cette voix cristalline. Hein, merci. Merci Philippe, il vient de nous rappeler à quel point il est aussi bon d'avoir des chagrins d'amour, hein, évidemment. On le dit après ça. Comment? Non, mais c'est vrai, la vie, je veux dire, le sel de la vie, évidemment, réside dans les contraires. Mais merci aussi pour ramener dans nos vies l'importance de ce que Proust appelait, je crois, les musiques, je sais pas s'il disait légères, ou enfin, il a écrit un très joli texte pour dire l'importance de ces musiques un peu secondaires, si vous voulez. C'est pas la sonate de Vinteuil, c'est pas ce qui était Forêt en l'occurrence. C'est pas, c'est ce qu'on appelait de la variété. Hein, bien sûr. La variété, il y a une très bonne variété. Oui, ce qui est fou, c'est qu'il y a des musiques qui touchent certains et pas d'autres. Tout à coup, ça vous frappe. Mais on n'est pas beaucoup de gens que ça touche pas. Chaque couple ou chaque personne, je crois, a cet air national de notre amour. C'est vrai, cette phrase répétée-là, elle est magnifique. Un air national de notre amour. Oui, on a dans nos itinéraires amoureux, humains, affectifs, des chansons auxquelles on pense régulièrement, qui sont attachés à des moments, à des rencontres ou à des ruptures. Il faut penser aussi à l'auteur de la musique, Michel Berger, qui était un formidable mélodiste. Dans un dernier roman, une phrase m'a beaucoup, je n'ai pas lu le titre en tête, mais je me souviens de la phrase: si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. C'est beau. C'est très magnifique. Magnifique. C'est quelqu'un qui vient d'être quitté. Ouais. Voilà. Exactement. Ça mériterait une heure des vraies voix, ça. C'est passionnant comme phrase. Oui, ça fait du bien de quitter quelques secondes. L'univers de ce que vous allez nous évoquer, Elisabeth Lévy, puisque vous avez quelques minutes pour nous parler de cet abus du signifiant extrême droite qui naissait. Vous savez, en linguistique, donc il y a le signifiant qui doit désigner quelque chose, qu'on appelle le référent. Eh bien,
extrême droite est un signifiant malheureux, il se balade dans l'espace public et il n'a plus de référent. Il ne désigne rien. Parce qu'en réalité, on dit extrême droite toute la journée, mais personne n'est capable de le définir, ou en tous les cas, personne ne s'intéresse à sa définition. Les marqueurs de l'extrême droite sont l'antiparlementarisme, on ne les trouve nulle part à l'extrême droite, en réalité. L'antisémitisme l'a été, en tous les cas, historiquement, un des marqueurs, on ne le trouve pas. Éventuellement, il peut y avoir le retour à la terre. Donc, il y a beaucoup. Donc, il n'y a plus de définition. C'est devenu simplement un mot, si vous voulez, qui sert à disqualifier. Et comme les médias paresseusement répètent extrême droite, alors je peux dire, on le dit pour des partis, on peut le dire aussi pour des journaux. Nous, on dit le magazine d'extrême droite causeur. Je suis en train de faire des droits de réponse parce que ça finit par nous pénaliser. Mais c'est surtout un mot on devrait se l'interdire parce qu'en réalité, ça n'a plus de sens en sciences politiques, si vous voulez. Donc, je pense, moi, je suis vraiment. Et là encore aujourd'hui, j'ai vu en venant qu'il y a des jeunes qui se lancent dans des grandes initiatives contre la montée de l'extrême droite. C'est un mot, voilà, qui ne veut plus rien dire, mais qui agite beaucoup les gens. Olivier D'Artigol. Pardon, j'en ai pour... Vous avez raison, Elisabeth, d'autant plus que les spécialistes de l'extrême droite, je pense à un nommé Camus, disent que c'est absurde de parler d'extrême droite. Oui, c'est du, on peut dire national-populisme, ce que vous voulez. J'ai une question, Elisabeth Lévy, pour après ajuster peut-être ma réponse. Est-ce que l'AfD en Allemagne est pour vous un parti d'extrême droite? Alors, il y a plus de marqueurs, mais en fait, l'un des marqueurs, c'est quand même le recours à la violence. J'ai pas suivi assez le recours à la violence, si vous voulez. Pardon. Je pensais à leur projet de remigration, par exemple. C'est-à-dire que des personnes en Allemagne, avec une réunion qui s'est tenue, proposant véritablement la remigration. Bon, par exemple, ça dépend. Non, mais on peut pas discuter comme ça parce que là, il faudrait savoir ce qu'on dit. S'il s'agit de mettre dehors les délinquants étrangers, moi, je suis pour. Si c'est ça. Pas ça. Voilà. Il s'agit de dire on va faire des charters avec des Allemands d'origine étrangère, évidemment, ça me paraît effectivement. Mais pour tout vous dire, par exemple, le refus, l'appel à la rue, la menace, l'intimidation, le recours à la force ou à l'intimidation physique contre ses adversaires font qu'on peut trouver des marqueurs ou des comportements d'extrême droite dans des partis d'extrême gauche. Soyons, et je ne veux pas, absolument pas mettre tout un parti. Voilà, bon, je m'arrête parce que Cécile me fait les gros yeux. Pas du tout, il vous reste 40 secondes. Donc oui, non, mais je laisse mes camarades compléter. L'extrême droite ça peut d'abord être un positionnement dans l'hémicycle. Mais je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, il ne s'agit pas du 6 février 34, ça n'est pas les ligues. La question est de savoir s'il reste dans le projet politique du Rassemblement national des marqueurs d'extrême droite, qui pour moi reste assez net dans le programme de Reconquête. Plus fortement, le débat a lieu sur le Rassemblement national. J'ai pas le temps de vous répondre. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Quand Marcel Gauchet a dit, je crois dans Le Monde, ou peut-être à l'antenne de France Culture, je ne me rappelle plus, le rappelle plus, que le RN n'était pas d'extrême droite, il a été blacklisté, traité de facho. Donc vous voyez bien qu'il y a un côté religieux, c'est-à-dire c'est le stigmate, et dire que le RN, par exemple, ne porte pas le stigmate, c'est s'exclure de l'Église. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec le tour de l'actu de Olivier D'Artigol. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Grand frais. Et les vraies voix du jour sont avec nous. Elisabeth Lévy, ça va Elisabeth? Pardon, bonjour ma chère. Oui, c'est jolie, elle est jolie, hein. Olivier D'Artigol, ça va Olivier D'Artigol? Tout va bien. Oui, tant mieux. Philippe Bilger? Très bien. Très heureux. Philippe David? Oh bon, ça va et vous? Écoute, très bien. Si tout le monde est content, on y va. Alors, bref, tour de table de le pays est à volo, mais nous on va bien. Bravo, je vous félicite les amis. Exactement. Olivier D'Artigol, vous vouliez revenir sur une actualité aussi de blocage institutionnel. On pouvait comprendre le contexte politique et national d'une dissolution en 62, en 68 et après en 97. La dissolution de dimanche soir a surpris beaucoup de personnes. Voir tout le monde. Oui, le président en a décidé. Nous sommes entrés dans une séquence, j'aime pas le mot, dans une nouvelle phase politique.
sur sa conférence de presse, le président a dit « Moi, je ne suis pas là pour sauver le système politique ». Mais il a la responsabilité éminente de faire attention à l'équilibre de nos institutions. La Ve République a été élaborée, c'est une horlogerie très fine, pour quand même faire face aux situations politiques. Et pour faire en sorte que tout cela se régule, disons. Qu'on n'aille pas dans le mur. Et beaucoup aujourd'hui de constitutionnalistes ou de politologues alertent sur un moment. Si dans la future Assemblée nationale, avec cette affaire des 3 pôles, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Lévy, il n'y a toujours pas de majorité absolue et une majorité relative, qui resterait relative. Le président ne peut pas dissoudre dans l'année qui vient. Cette Assemblée restera coûte que coûte pendant 1 an installée. Il ne peut pas dissoudre avant le 7 juillet, exactement. Si le président, face à cette situation politique infernale, décide de démissionner, il ne pourra pas se représenter. Il paraît que ça a été un peu testé auprès du Conseil constitutionnel parce que nos institutions disent qu'un président ne peut pas faire plus de 2 mandats, mais la question a été posée, s'il y a un intérim, une démission pendant le second mandat, est-ce qu'il peut repartir? Il ne le pourra pas. On peut donc se retrouver avec un président qui reste à l'Élysée, coûte que coûte. Une Assemblée nationale qui ne peut pas véritablement légiférer. Et un Conseil des ministres où le président serait entouré de personnes qui peut-être ne souhaitent pas de solution politique. Alors là, les institutions, la Constitution de la Ve République n'a pas de réponse. Philippe Bilger, on va vers l'instabilité. Oui, en même temps, Olivier, sans approuver forcément le raisonnement qui paraissait très logique du président ce matin, il n'avait pas de multiples possibilités. Je veux dire... La seule, semble-t-il, c'était d'attendre la motion de censure des Républicains, qui aurait... Mais sinon, il était dans une forme d'impasse, vous ne croyez pas ? Oui, mais laisser arriver à l'agenda politique et parlementaire les textes budgétaires de l'automne, budget de la nation et budget de la sécurité sociale, ça permettait peut-être d'abord une campagne législative qui se serait tenue dans d'autres conditions qu'aujourd'hui. Avec, j'ai envie de dire, quelque chose de plus traditionnel. Là, il y a une forme de violence dans la décision politique qui peut enclencher un processus dont on n'a pas l'habitude. Elisabeth Lévy. Moi, on peut trouver tout à fait légitime que le président revienne au peuple, si vous voulez, après ce résultat. En fait, le problème, c'est que nous n'avons aucune culture de la coalition et du compromis en politique. Comme en Allemagne, par exemple. Et que, si vous voulez, sauf dans un pays bipartisan comme l'Amérique, où vous êtes sûr qu'un des partis va gagner, dans le fond, va gagner le pouvoir d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, il peut y avoir les 2 partis qui cohabitent aussi. Sinon, ça vous oblige normalement à passer des alliances. Or, nous, comme nous sommes toujours dans le ciel des idéaux, que nous nous jetons à la tête la démocratie, le fascisme, les heures les plus sombres, Hitler, Mussolini, etc., on en a déjà parlé, si vous voulez. Après, comment vous voulez passer des compromis avec des gens que vous avez traités de nazis la veille, ou à qui vous avez dit vous collaborez avec les nazis? Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où, effectivement, si, comme l'a dit le président, il y a effectivement 3 pôles, dont le seul qui est réellement bien solide en fait aujourd'hui, en tous les cas, qui semble en tous les cas en ordre de marche quand il s'agit d'aller à la bataille, ça perd. C'est la gauche, il faut leur reconnaître un savoir-faire politique, je dirais là-dedans. Mais sinon... effectivement, ça ne pourra être que des majorités bricolées au coup par coup, projet par projet. Mais Macron n'est pas totalement responsable de cela. Peut-être qu'il y a aussi un problème avec le mode de scrutin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas lui qui crée non plus l'éclatement idéologique du paysage. Merci beaucoup. Emmanuel Macron, pardon. Merci je beaucoup, parle du président de la République. Olivier d'Artigol, pour ce sujet. Allez, vous restez avec nous. Juste avant, on va offrir encore des cadeaux, parce qu'on n'arrête pas d'offrir des cadeaux avec vous. Et on va vous offrir un séjour au Futuroscope, un séjour de 2 jours au Futuroscope pour 4 personnes, une nuit, des petits déjeuners, des entrées au parc pour les 2 jours. Vous avez envie, bien entendu, de partir en famille ou entre amis. Et ben c'est peut-être le moment pour vous de faire vos valises. Olivier d'Artigol ou Philippe Bilger, donnez-nous un chiffre, lequel des deux? Philippe Bilger?
Entre 1 et 10 ? Entre 1 et 10, par exemple. 6e appel au standard. Je rappelle, un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes. 4, une nuit d'hôtel et les petits déjeuners et les entrées au parc pour le 2 jours. Et vous m'avez dit le chiffre ? 6. 6e appel au standard, 0826 300 300. Allez, on croise les doigts pour que ce soit vous. On revient dans un instant. À tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, qui sont toujours en forme, presque une heure après le qui c'est qui l'a dit. Ouais. Et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Non, on l'a déjà fait. C'est le coup de projecteur, par exemple. C'est le coup de projecteur, pardon. Réveillez-vous, mon cher Philippe. Oui, pourtant, vous êtes doué dans les lumières. Normalement, comme maître des horloges. Assez souvent. Non, ça c'est un autre, le maître des horloges. Cette émission n'est plus tenue. Mais non, je suis contente qu'il le fasse. Moi, ça m'arrive tout le temps. Pour une fois que c'est pas moi, allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Nous construisons autre chose. Et la force de ce rassemblement, c'est que nous serons beaucoup plus que les 4 forces politiques qui avaient composé la NUPES. Et la bataille des valeurs éclate au grand jour. On sort de 2 ans d'Assemblée nationale, 2 ans durant lesquels nous avons quasiment tout voté ensemble. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Et donc, quand le Front populaire ratisse encore plus large que la NUPES de 2022, après la très modérée présidente d'Occitanie, Carole Delga, c'est le nouveau parti anticapitaliste qui rejoint donc cette union, le NPA de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot, parti héritier de la Ligue communiste révolutionnaire. Alors oui, parlons vrai. Est-ce qu'il faudrait faire un cordon sanitaire ? Parce que je rappelle que le NPA a eu des rapports, certains de ses leaders ont fricoté avec Jean-Marc Rouillant, un des terroristes d'Action Directe. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures des cordons sanitaires à droite et à gauche ? Et à la question, y a-t-il encore une morale à gauche ? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Elisabeth Lévy, sur cette question. Bah si, vous. Ah bon, d'accord. Ouais, très bien. Mais ça change. Je sais pas. Bon, très bien. Sur la question, vous préférez rebondir sur Philippe Bilger ? On veut savoir quoi penser. C'est ça. Vous êtes le modèle de Philippe Bilger. Voilà, d'accord, donc est-ce qu'il faut un cordon sanitaire ? Moi, je n'aime pas les cordons sanitaires. Je pense que c'est aux électeurs de choisir de faire des cordons sanitaires. Je n'aime pas que les élections ne sont pas un concours de morale, si vous voulez, elles ne sont pas un concours de vertu. Bien sûr, il n'y a que la loi, si vous voulez. Soit vous êtes dans le cadre de la loi, et à ce moment-là, vous êtes dans le cadre de la loi, soit vous n'y êtes pas. Et évidemment, il y a des situations intermédiaires. Poutou, par exemple, a dit des choses abjectes au sujet du 7 octobre et du Hamas qui sont certainement condamnables. Ça ne veut pas dire que son parti n'a pas d'existence, n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'exister légalement. Donc moi, je préférerais toujours aux interdits le débat politique. Il faut démonter leurs arguments. Maintenant, et c'est ça que je livre comme discussion à mes amis, comment se fait-il, quelle bizarrerie française, autant de partis trotskistes, maoïstes, enfin, on a quand même une myriade de groupuscules d'extrême gauche qui est assez sidérante. Et là, je parle pas de LFI, qui est un parti de gauche radicale, mais qui historiquement ne relève pas de l'extrême gauche. Franchement, je ne suis pas du tout étonné que NPA soit dans cette alliance. C'est évident qu'il y ferait. Je veux dire, il ne représente quasiment rien, mais il aurait été paradoxal que l'extrémité révolutionnaire qu'il incarne ne soit pas dans cette étrange coagulation. Je suis beaucoup plus surpris, mais on en a déjà parlé hier ou avant-hier, par la présence d'une Carole Delga qui semblait être profondément hostile à LFI et qui apparemment, vous venez de me l'apprendre, a rejoint cette alliance. Là, elle l'a soutenu via Twitter hier. Voilà. Mais pour répondre à la question de Philippe Bilger, pourquoi une personnalité comme Mme Delga, dont on connaît, j'ai envie de dire, l'identité politique, qui n'était guère compatible avec celle des Insoumis, rejoint le Rassemblement et ce Front populaire, tout simplement parce que dans la culture de gauche, dans l'imaginaire de gauche, le fait qu'il puisse y avoir l'accession au pouvoir d'un membre du Rassemblement national à Matignon, et de même peut-être de Marine Le Pen à l'Élysée, est supérieur à toute autre question.
Voilà, on peut contester ça un peu, mais c'est un invariant. Mais c'est un problème. Le juge de paix sera le vote du 30 juin puis du 7 juillet pour savoir si les électeurs, il y a que ça, de Glucksmann décrocheront, si oui, de manière importante ou pas, pour rejoindre ce qu'on a appelé tout à l'heure le bloc central. C'est la seule question. Et nous le verrons, parce que selon les circonscriptions, vous n'aurez pas les mêmes sensibilités politiques en titulaire. Il y aura des insoumis, des verts, mais ce n'est pas un scrutin de liste. Il y aura des candidats avec, dans ce Front populaire, une identité politique. Nous verrons là s'il y a un différentiel. J'attire votre attention que LFI a fait 10% et que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, les résultats sont encore très très importants. Ils arrivent en tête. Oui, mais moi justement, je voudrais vous poser une question. Il me semble que l'une des faillites de la gauche, et je ne dis pas ça avec une sorte de Schadenfreude, vous voyez, de joie mauvaise. Au contraire, je pense que l'absence d'une gauche qui soit pour moi un interlocuteur valable, un adversaire valable, un contradicteur intéressant, me semble très problématique en France. Donc, merde, j'ai perdu mon... Ah oui, que le fait que sa seule identité ce soit un antifascisme sans fasciste est un peu un problème, parce que c'est au nom de cet antifascisme qu'ils ont répudié les classes populaires, qu'ils les ont laissés tomber. C'est au nom de cet antifascisme qu'ils ont laissé tous ces gens partir au RN en réalité, qui sont devenus un parti de bourgeois et d'immigrés à un moment. En gros, c'était ça, si vous voulez, les bobos dans les villes et les exclus ou les immigrés comme armée de réserve. Donc c'est quand même un problème. C'est quand même une faillite de la gauche, cette fausse identité antifasciste. Oui, mais en même temps, on a le temps là. Allez-y. En même temps, je me demande si ça ne permet pas à la gauche, même à l'extrême gauche opératoire, d'une certaine manière, d'avoir bonne conscience dans la mesure où ils ont le petit capital révolutionnaire NPA. Finalement, c'est la preuve que ce groupe n'est pas complètement déconnecté d'une politique subversive. Et petite info qui vient de tomber, Marion Maréchal lâche Éric Zemmour et appelle à soutenir les candidats de l'Alliance entre Ciotti et le Rassemblement National. Ça y est, le divorce visiblement. On est obligé de vous faire réagir, ça tombe à l'instant. Mais ça vaut la peine. On le voyait venir, parce que la chronique d'hier, avec ce qui s'est passé, préfigurait de toute manière un divorce au sein de Reconquête. La campagne n'a pas été très unitaire dans leur rang. Moi, j'aimerais avoir quand même la petite histoire concernant in fine, le refus de Jordan Bardella d'un accord avec Reconquête, parce que l'élément central politique qu'il donne pour ce refus est de dire on ne peut pas faire avec Éric Zemmour, mais il le savait avant. En tout cas, je vais vous dire, entre ça, Ciotti barricadé, les difficultés, tout ça, la gauche passe pour l'instant une bonne semaine. En même temps, c'est une bonne chose sur le plan du talent que Marion soit là. Alors elle dit qu'elle soutiendra, mais cela ne veut pas dire qu'elle intègre le dispositif RN. Et je pense que si elle désirait l'intégrer, Bardella ferait tout pour l'éviter. Mais c'est bien possible, ça. Moi, je dois dire que je trouve ça un peu désolant. Quoi qu'on pense des idées d'Éric Zemmour, y compris dans son travail d'éditorialiste, dans son travail à CNews, il a quand même contribué très largement à poser sur la table des thématiques qui sont très importantes. Il a éduqué toute une génération de jeunes gens politiques aujourd'hui, qui sont dans la politique aujourd'hui, et ont été biberonnés à Zemmour. Je trouve qu'il a eu un certain courage de quitter, si vous voulez, il avait une existence d'éditorialiste vedette, avec des plages où il pouvait parler comme il voulait, etc. Je veux dire, des conditions matérielles d'existence tout à fait tranquilles. Il faisait ses bouquins. Il a eu du courage de se lancer dans la politique. Donc moi, j'ai une certaine tristesse, parce que je pense que Reconquête apporte, je ne sais pas ce qu'il faut dire, quelque chose au débat. Sarah Knapo est une jeune femme très brillante. Je l'ai interviewé. Moi, je pense d'ailleurs que y a un effet autour de ces élections, et là même sortons même des frontières partisanes, de génération, qui est assez stupéfiant. Bellamy, Bardella, Maréchal, Knapo. On a quand même beaucoup de Attal, dans les jeunes. On a quand même une nouvelle Desfontaines.
Moi, j'adore Léon Desfontaines, vous savez. On a le temps un peu. Et je ne parle pas simplement de son physique avantageux. Expliquez-moi ce qui reste une inconnue pour moi. Que Éric Zemmour ait contribué lors de la dernière élection présidentielle à nourrir le débat d'idées, la bataille idéologique, il va sans dire. Qu'il ait pu le faire comme polémiste, comme éditorialiste par le passé, bien évidemment. Mais pourquoi n'a-t-il pas adopté dans la campagne présidentielle et après l'attitude d'un dirigeant d'une formation politique jeune pour davantage, j'ai envie de dire, se faire intégrer dans la vie politique? Pourquoi toujours le sel sur les plaies? Pourquoi toujours la polémique qui va nourrir la polémique d'après? Il y avait quelque chose qui relève de quelque chose d'irritant, d'irritable, d'une manière quasiment permanente. Mais Olivier, vous avez totalement raison. D'abord, en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, on n'est pas gouverné par son intelligence, mais je crois parfois, et moi-même à mon détriment, par son tempérament. Et Éric Zemmour n'a pas pu sortir, je le crois, de ce que vous dénoncez à juste titre, et j'ajoute qu'il paye une énorme erreur d'analyse tout de même. Cette obstination à cracher sur le Rassemblement national par quelque chose qui relève presque d'un dépit intellectuel. Tout en théorisant le rassemblement de toutes les droites. Oui, mais moi, je crois, pour le connaître un peu, et pour à titre humain, vraiment, je trouve que c'est un personnage tout à fait attachant et agréable. Donc, je crois surtout que, comment dire, il y a quelque chose, il sait pas du tout faire des compromis, il sait même pas mentir un peu sur ses idées. Par exemple, il y a des fois, moi je me rappelle je l'ai interviewé, et puis alors il m'enquiquine, il m'enquiquine pas, mais il fait tout un truc sur la guerre de civilisation en me disant que c'était ça le problème du RN. Et là, je dis, regardez, j'ai dit, mais enfin, Eric, est-ce que vraiment dans le bistrot, on se demande si c'est Huntington qui parlait de guerre de clash des civilisations ou Fukuyama qui parlait de fin de l'histoire qui a raison? Et je dirais qu'il y a chez lui aussi cette espèce d'exigence intellectuelle qui fait qu'il n'est pas souple. Par ailleurs, voilà, il n'est pas... Mais, si vous voulez, c'est aussi dans le paysage politique, je connais peu de gens qui lisent autant, qui travaillent autant, qui essayent autant d'amener des idées, qui s'inspirent autant de l'histoire, peut-être trop d'ailleurs, si vous voulez, peut-être que... donc, je trouve que pour le débat public, se priver du talent d'Éric Zemmour serait dommage. Et de sa jeune génération, Rigaud, Knapo, Maréchal d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas faire un lien avec Jean-Luc Mélenchon sur la façon de mettre du sel sur les plaies, sur effectivement la culture, sur les outrances, sur le jusqu'au-boutisme? Est-ce qu'on n'est pas un peu... À côté de Mélenchon, Zemmour est un être de raison et de modération. Non, le fonctionnement, je parle pas du non, à côté de Mélenchon, même dans son fonctionnement, et vous l'avez déjà vu menacer quelqu'un physiquement. Zemmour, surtout, et Cécile, est extrêmement doué pour les débats. Oui. Alors, il est comme Mélenchon est pas mauvais en débat non plus. Question. Non, mais je veux dire, Zemmour est courtois dans le débat. Il n'invective personne. Il est remarquable, implacable, avec une conception marxiste de l'histoire, parce qu'au fond, elle ne peut pas connaître d'accident quand on l'écoute. Oui, ça me frappe. Pas de hasard, pas de... Je vous écoute attentivement. Oui, et je regarde le chrono. Oui. Parce que c'est Cécile de Minibus qui m'a appris à regarder un chrono pendant une émission. C'est ça. Alors qu'on ne fait pas de sport, on n'a rien à gagner. Hein, c'est ça. Mais il faut être à l'heure. Et en attendant, Marie-Claude est avec nous, puisque nous avons décidé d'offrir un très joli cadeau, et c'est tombé sur Marie-Claude qui est avec nous et qui nous appelle du Gers. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Ma chère Marie-Claude, vous êtes donc la 6e, comme l'avait prédit ou demandé Philippe Bilger. Vous venez de remporter donc un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes, une nuit d'hôtel bien sûr pour les 4 personnes, petit déjeuner et entrée au parc pour les 2 jours. Et ça, on est très heureux de vous l'offrir. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vais partager ça avec mes enfants, ils vont être très contents. Magnifique. Vous êtes d'où dans le Gers? Elle s'appelle Jeanne. Elle s'appelle Marie-Claude. La fille. Non, je disais Jeanne à cause de la pub pour le Futuroscope. Non, c'est pas ça. Vous êtes d'où dans le Gers, Marie-Claude? À Montfort. Ah, Montfort. Un petit village à
à une demi-heure d'Auch, pas très loin d'Auch. Oh, magnifique, c'est la voilà, vous allez Gascogne, ça donne envie d'y partir en aller. famille, on est ravis de vous offrir ce joli cadeau. On vous fait des gros bisous. Merci, je vous embrasse. À très bientôt, Marie-Claude. Merci en tout cas. Rien que l'accent donne envie d'y être là-bas, là. Exactement. À côté d'Auch. L'occasion de vous remercier aussi. Merci beaucoup Elisabeth Lévin, merci Philippe Bilger, merci Olivier D'Artigol. Si vous voulez nous remercier, faites-nous des cadeaux à nous aussi. C'est sympa vos remerciements, mais bon. C'est nous vos cadeaux, c'est nous. Oui. Allez, dans un instant, on va revenir sur les déserts médicaux avec nos invités. Philippe Gouet sera avec nous, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, William Chancerel, qui est rédacteur en chef du journal des départements, et puis Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. À tout de suite. Au revoir.